25% des startups de santé numérique créées au premier semestre 2023 ont déclaré utiliser de l'IA dans leurs produits ou leurs offres, certaines intégrant des dizaines d'algorithmes selon Rockwells, le fonds de capital risque américain dédié à la e-santé. Donc on voit que les startups ne sont pas les seules à s'emparer du sujet de l'IA en santé, les GAFAM s'y investissent également. Mais l'intégration de l'intelligence artificielle pose autant de questions de ressources technologiques qu'humaines. Alors pour commencer, je vais m'adresser à Alexandre. Donc Kiro se base sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'IA est pertinente pour vous et ce qu'elle vous apporte? Bonjour à tous et merci du coup pour l'invitation. Effectivement, donc, je suis le fondateur et CEO de Kiro. Kiro, on travaille sur de l'IA appliquée pour la biologie médicale. Donc concrètement, vous avez tous probablement déjà fait une prise de sang et récupéré à l'issue un compte-rendu papier en format PDF, pas forcément très compréhensible. Ce qu'on fait en fait, c'est que quand on voit un compte-rendu biologie médicale en tant que patient, on va regarder les valeurs sur le côté, on va voir les petites étoiles et puis les éléments en gras, et puis on va se mettre à stresser. Alors en fait, la réalité, c'est que l'information, elle n'est pas forcément dans ces valeurs-là, elle peut être aussi dans les valeurs de référence, et puis dans l'historique, dans l'évolution, dans la célérité de l'évolution d'une valeur. Chez Kiro, c'est précisément ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va aller au-delà des résultats normaux ou pas normaux, on va aller essayer de comprendre en fait le profil biologique du patient pour justement comprendre une signature de l'évolution de son état de santé et pouvoir non seulement anticiper des pathologies, mais surtout interpréter automatiquement des bilans pour apporter une aide pour le patient dans la compréhension, mais aussi pour le professionnel de santé, savoir qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ces examens. Et puis pour les industriels, ça permet d'aller chercher des solutions qui sont plus efficaces, plus rapides, moins coûteuses, et surtout au service des patients. Et donc concrètement, comment on utilise l'intelligence artificielle? Il faut imaginer aujourd'hui qu'un compte-rendu de biologie médicale, c'est en moyenne entre 20 et 30 valeurs, qui varient toutes simultanément en fonction du patient, du temps, de l'analyse elle-même. Et ça, pour le cerveau humain, c'est extrêmement complexe à appréhender. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à réfléchir en 3D, c'est un peu compliqué. Alors je vous laisse imaginer à réfléchir en 40 dimensions différentes qui varient avec le temps. Voilà. Et donc concrètement, c'est là où typiquement l'IA est pertinente parce qu'elle permet de voir des choses, en tout cas d'analyser des signaux que le cerveau humain n'est pas capable de faire. D'accord. On sait que l'accès à la donnée, c'est une problématique importante quand on utilise de l'IA. Comment vous gérez ça, vous, aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème? Alors, risque de vous décevoir, non, c'est pas un problème. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas l'accès à la donnée. Voilà. Pour vous donner une idée, ChatGPT a été entraîné sur des centaines de millions, pour pas dire des milliards de données. L'accès est libre sur Internet. Et on commence à se rendre compte aussi que pour arriver, on en parlera, à des niveaux de performance tels que ChatGPT, on sait qu'il n'y a pas eu que des données publiques qui ont été utilisées pour entraîner ces algorithmes-là. Et donc, typiquement, l'enjeu, aujourd'hui, c'est pas l'accès à la donnée. On travaille avec des laboratoires de biologie médicale, nous, ou des établissements de santé qui ont la donnée depuis des années. Depuis des années. L'enjeu, c'est plutôt comment est-ce que je passe d'une donnée brute à une information structurée. C'est un peu le sujet qu'on a eu depuis, en fil rouge depuis le début de la journée. La question, c'est comment je vais pour comprendre cette information, comment je la traite, comment je passe d'une collecte à une structure, d'une structure à une analyse, d'une analyse à une communication. Vraiment, c'est 3 étapes qui sont fondamentales, la structure, l'analyse et la communication. Et donc, ça nécessite de lier des métiers qui sont différents les uns avec les autres, de travailler avec des biologistes, de travailler avec des médecins, de travailler avec des patients, de comprendre leurs besoins, de travailler avec des data scientists, de travailler avec du réglementaire. C'est tout ça qui est difficile. Ce n'est pas l'accès à la donnée. Et justement, Chanfi, est-ce que cette question de la qualité de la donnée aujourd'hui sur le terrain dans les établissements de santé, elle est bien comprise, intégrée, on va dire? C'est l'ambiance, mais en fait, quand j'ai vu la thématique de la table ronde, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais raconter là-dedans? Data, IA, chat, GPT, où ça va? Et tout d'un coup, j'ai dit, en fait, on va un peu revenir sur des problématiques terre à terre. Surtout, je travaille pour la Grande Muette, donc il faut que je parle, mais sans trahir. Moi, j'ai déjà une problématique entre la santé et l'armée. Deux salles, deux ambiances. Après, il y a la réalité de terrain, c'est-à-dire je vois IA, data, et quand je regarde l'état des réseaux, que ce soit quand j'étais à la PHP auparavant ou là où je suis, on est très très loin en fait de ce que j'entends parler depuis ce matin. Après, on se pose la question qu'il y a des startups qui se cassent la figure. Bah, c'est normal parce que euh, on,
parmi vous, start-upers ou autres, souvent vous venez avec des solutions, vous restez dans ce que vous avez créé et vous avez du mal à vous mettre à la place de ce qu'on a envie de faire. Donc vous pouvez repartir avec votre outil sans se poser la question que nous on se pose souvent sur les 3 U. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utilisable? Hein? Est-ce que c'est utilisé? Et si vous arrivez avec des réponses à ces trois questions, peut-être on aura des terrains d'entente, des cas d'usage qui nous permettraient, là je ne réponds pas vraiment à votre question, euh, mais en fait la problématique on le prend différemment, parce que tout ça reste des outils, et sans qu'on ne tienne pas compte de l'écosystème, de l'environnement où on veut implanter ça, du réseau qu'on va utiliser, on finira par faire toujours tous ces événements-là et au final, dans 20 ans ou 30 ans, on se posera toujours la question. Parce que je pense que là, on prend le problème à l'envers. La donnée que je la connais, elle est sous format, quel format? Elle est format du scan, du PDF, un mail. Donc après, quand on vient me parler de data ou de big data, je regarde la personne, hein, je dis, bon, bah ok, c'est sympa tout ça. Je sais pas. Je casse l'ambiance, je sais, mais à un moment, il faut de temps en temps atterrir, parce que ça fait 10 ans qu'on est sur ces sujets-là, même un peu plus, et qu'au final, le déploiement en masse ne passe pas. Parce qu'il y a dans nos hôpitaux, hein, d'une manière générale, hein, on est confronté à ces problématiques-là. C'est-à-dire, l'IA, je le passe où? Est-ce que j'ai la puissance pour pouvoir faire de l'IA dans le réseau? On parle de santé, moi je vais parler aussi d'informatique. Parce qu'en fait, tout ça, il y a data derrière, ça doit se baser sur de la technique. Et si vos clients ou n'ont pas la structure pour le faire, l'infrastructure qui va avec, la Terre continue à tourner depuis longtemps, mais on n'arrivera pas à grand-chose. Bon, je vais y aller, mais bon, super. Ouais, pour compléter ce que dit Champy, c'est fondamental. Quand on a travaillé avec notre premier gros laboratoire de biologie médicale, alors ils nous parlaient, ils avaient fait toute une étude énorme sur l'intelligence artificielle et quelles étaient les solutions et les startups qui pouvaient travailler là-dedans. Et ben, la réalité, c'est que pour extraire les données et pour pouvoir nous les transmettre, on a dû casser 3 serveurs. Voilà. Parce qu'ils étaient prêts psychologiquement, mais alors pas sur le terrain. Et donc il a fallu travailler avec eux aussi pour mettre en place des solutions qui permettaient de le faire. Et ça, c'est effectivement une énorme réalité du terrain. Ok, là on a parlé des infrastructures techniques, on va dire. Est-ce qu'il n'y a aussi pas la question de la problématique de la formation des professionnels de santé notamment, Jean-Phi et puis peut-être Alexandre ensuite. On continue. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'usage. Moi, je vois déjà la difficulté qu'ont pas mal de monde à utiliser le mail. Vous envoyez un mail à un groupe de personnes, bah souvent, la plupart des gens répondent à tout le monde. Alors je me dis, demain, si on a de l'IA, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, personne ne sait où on va aller. Quel est l'usage derrière, en fait? Comment on va l'utiliser? Si on ne forme pas les gens, quand je dis le mail, on n'a pas formé les gens à l'utiliser, hein, parce que tout le monde voit un mail et j'envoie un mail. Mais derrière, il y a tout un tas de choses, comment on classe l'information, etc., etc. Et là, on le trouve, cette problématique-là, dans les dossiers patients. En fait, il y a des mails qui arrivent, il faut descendre aux premières pour comprendre en fait le fil du contenu du mail, etc. Ça, c'est basique. Alors, je me dis, si on rajoute quelque chose de compliqué, d'assez intelligent, dans un univers où on n'a pas formé les gens, c'est pas parce que les gens sont idiots, non, non. Parce qu'on a laissé en fait une partie de ces professionnels de santé ou des patients, des citoyens, sans formation. Et il faut cette culture numérique que tout le monde n'a pas, en fait. Parce que ça reste toujours de l'informatique. En fait, on forme les gens à l'utiliser intelligemment. Moi, je vais parler. Et là, on a des problèmes parce qu'ils ne sont pas formés. On ne sait pas comment monter ces formations-là. On ne sait pas comment les évaluer. Et donc, je peux continuer la liste comme ça, mais c'est important en fait de passer par là. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé d'interopérabilité sémantique. Moi, souvent, je parle d'interopérabilité culturelle, c'est-à-dire mettre les gens face à face pour comprendre la même chose. Parce que souvent, dans un hôpital ou dans une institution, il y a le médecin, il y a l'aide-soignant, il y a l'infirmier, et souvent, en fait, ils ne parlent pas le même langage, parce que chacun parle par rapport à son propre vécu, à l'usage du numérique.
Et ça, c'est des questions qui sont traitées à la marge. Et au final, quand on parle d'usage, ben, on est confronté à ça, en fait, à l'incompréhension où la personne ne s'intéresse pas à ce que vous lui présentez, même si c'est une solution qui peut apporter de l'expertise au sein de l'institution. Là aussi, je réponds à côté, mais je fais exprès. Et justement, Alexandre, comment vous formez du coup les professionnels de santé sur l'IA avec qui vous travaillez? Je pense qu'alors, en préparant cette table ronde, on s'est rendu compte qu'on était assez d'accord sur pas mal de sujets avec Champy. Et donc l'idée, c'est que dans le temps imparti, vous sortiez pas avec plus de questions qu'avec de réponses. Mais ça vous permettra de réfléchir potentiellement à quelques sujets pour après la mise en pratique. Sur la question de la formation, il y a plusieurs sujets qui se mélangent. Il y a celle de la rapidité, il y a celle de la formation et il y a celle de l'information. Sur celle de la rapidité, nous, côté startup, ce qu'on voit et ce qui nous fait peur, c'est la rapidité à laquelle les choses vont aujourd'hui. ChatGPT, c'est 2017. Enfin, vous avez probablement peut-être suivi ce qui s'est passé chez ChatGPT ce week-end. Le départ de Sam Altman, son retour. Et il y avait un commentaire qui était exceptionnel, j'ai trouvé, d'un très grand VC américain qui disait « L'histoire se répète, Steve Jobs est parti il y a quelques années, et puis donc on l'a fait virer d'Apple, et puis il est revenu quelques années plus tard. C'est la même chose qui se passe, mais à l'époque de TikTok, où tout va à la rapidité et à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'en un week-end, le gars il est parti, il est revenu. Mais ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et la réalité, c'est qu'à travers cette petite chose-là, qui semble futile, l'IA de ChatGPT va à une vitesse phénoménale. Elle est arrivée, elle a démarré avec les Transformers en 2017. 2017, c'était hier, d'un point de vue de technologie. On a commencé à parler de ChatGPT sur les réseaux et sur TF1, je me rappelle, en 2023, fin 2022, début 2023. On n'a même pas fini encore l'année. Il y a un an, la moitié de la population générale ne connaissait pas ChatGPT. Et donc, il y a une rapidité à laquelle les choses se passent aujourd'hui, qui fait que, forcément, la question de la formation, c'est extrêmement compliqué quand on sait qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Donc, c'est-à-dire que vous commencez vos études, vous sortez des études, c'est pas du tout le même monde dans lequel vous êtes rentré. Mais alors, pas du tout. Et ça, c'est juste sur un aspect de technologie. C'est même pas sur un aspect de fond. Donc, effectivement, il y a cet enjeu de formation, du coup, qui est lié à ça. Et la difficulté, c'est qu'il faut démarrer dans un sujet où là, il faut accepter, il faut faire expliquer au médecin qu'à un moment donné, il n'est pas forcément obligé de tout comprendre pour pouvoir utiliser l'outil. Quand vous travaillez, quand vous utilisez votre voiture tous les jours, quand vous utilisez votre ordinateur, vous ne savez pas comment il fonctionne à l'intérieur. Et pourtant, l'ordinateur, vous l'utilisez tous les jours. Mais si je vous demande de démonter un ordi et de le remonter, vous ne savez pas comment ça marche. Donc l'enjeu, ce n'est pas de chercher à tout comprendre, mais c'est chercher de comprendre les enjeux qui sont derrière. Et après, donc ça, c'est le sujet de la formation. Et après, il y a le sujet de l'information. Information auprès du professionnel de santé, mais aussi auprès du patient. Je vous donne un exemple. On travaille typiquement aujourd'hui avec un laboratoire dans le sud de la France sur lequel on travaille sur le diabète. Et notamment le diabète non contrôlé. Pour des populations qui ont un HbA1c qui fait le yo-yo. Bon. C'est des patients qui ont accès à nos résultats de biologie médicale. Ils récupèrent leurs résultats de manière informatique, digitale. Pour autant, leur diabète est incontrôlé, et quand on a fait la différence entre ceux qui avaient accès à une information sur leur diabète incontrôlé et ceux qui ne savaient pas que leur diabète était incontrôlé, on se rend compte en fait que là, on a des populations à Marseille, dans des quartiers plus difficiles, dans lesquels l'accès à l'information est plus compliqué. Pourtant, encore une fois, ils ont accès au digital. Donc la question de la formation, elle est intrinsèquement liée aussi à la notion d'information, de récupérer la bonne information au bon moment, pour ensuite pouvoir agir. Et donc, pour moi, il y a la question de la rapidité qui est en train de se passer, la question de la formation du professionnel de santé, mais aussi de l'accès à l'information, qui est essentielle quand on parle de data et d'IA. D'accord. Et vous avez commencé à l'évoquer, du coup, il y a aussi la question du patient. Comment on informe le patient aussi sur l'IA et qu'est-ce que ça change dans la relation médecin-patient? Pour moi, ce que j'ai l'habitude de dire à nos équipes chez Kiro, c'est qu'il ne faut surtout pas que ce soit... alors, ce n'est pas une question de faire peur ou pas faire peur. C'est une question, on en disait je crois, il y a 2 tables rondes, on s'en fiche en fait de l'IA. C'est un outil. Et je rejoins complètement Champy, la question c'est de savoir si c'est utile, utilisé et utilisable. C'est tout.
Nous, le patient, on ne réfléchit pas de savoir si ce qui l'intéresse, c'est l'IA ou pas l'IA. C'est à la fin, est-ce qu'il a lu le compte-rendu, est-ce qu'il a lu son rapport, est-ce qu'il est sorti avec une action. Dans le cadre de l'HB1C, est-ce qu'il va être suivi pour son HB1C? Est-ce que vous avez un impact clinique, médical, lié à l'information que vous communiquez? Ok, Jean-Phi, pour finir peut-être. Non, non, en fait, je vais être un peu positif là-dessus. C'était juste pour casser un peu l'ambiance. En fait, nous, sous ces sujets-là, on est, surtout à l'armée, on est des gens très pragmatiques. C'est-à-dire, l'IA, on l'aborde par le cas d'usage. Est-ce qu'il y a un cas d'usage identifié dans un environnement donné qui permet, en fait, de mettre un outil face à une problématique terrain? Et après, on peut évaluer pour savoir est-ce que ça a répondu ou pas à la question. Et petit à petit, en fait, on forme les personnels euh, à utiliser ce genre d'outils. C'est-à-dire, c'est une histoire de petites briques. Moi, je ne veux pas parler d'innovation parce que dans l'institution publique où on est, parler d'innovation, bon, ça dépend où on se place. Si on est en haut, l'innovation, ça passe. Si on est, plus on descend dans la maille, là, ça commence à poser des problèmes, quoi. Parce que voilà, la culture, elle est encore Excel. C'est-à-dire, on a beau avoir des super bases de données modernes, mais à chaque fois, on passe par Excel pour faire l'analyse avant de réinjecter tout ça. Ça, c'est des usages, en fait. Il faut s'intéresser à cette partie-là pour pouvoir changer. Donc, c'est un cas d'usage identifié. On analyse, on a des métriques qui permettent après d'analyser de manière objective sur ces sujets-là, quoi. Donc, ça vient petit à petit, hein. C'est des sujets intéressants. ChatGPT, maintenant, pareil, hein. C'est une aide sur pas mal de choses, mais c'est une pratique qu'on n'a pas encore l'habitude qui va changer nos rapports avec les outils, avec les professionnels de santé. Et nous, côté DSI, hein, c'est la problématique. Il faut avoir les experts qui permettent de gérer ce genre de problématique. On part d'un informatique de gestion en informatique d'anticipation, de prédiction, et c'est pas les mêmes profils. En fait, c'est un sujet qui est plus complexe que le raisonner toujours d'outil en outil, quoi, en fait. Voilà. Et juste pour compléter rapidement sur ce que dit Jean-Phi, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a cette réalité terrain, avec la réalité de l'autre côté sur ChatGPT, c'est-à-dire que ça existe aujourd'hui, et le risque dans tout ça, c'est que si on ne se met pas à jour rapidement et qu'on n'avance pas sur ces sujets, ben, on va vite devenir le tiers-monde de la santé et puis de l'informatique. Donc il y a vraiment ces deux mondes-là, et c'est maintenant, c'est plein d'opportunités, hein. Mais clairement, il faut arriver à bridge the gap, quoi. Ok, ce sera la conclusion. Merci à tous les deux.